D'ailleurs, tu penses que les querelles entre associés, c'est quelque chose finalement d'assez fréquent et t'as pu en parler finalement de ce qui s'est passé avec d'autres entrepreneurs Alors c'est très fréquent et nos investisseurs nous ont dit, surtout sur des périodes où on doit en fait restructurer, réduire les coûts, etc. J'ai des entrepreneurs qui m'ont dit, oui, moi dans mon portfolio, j'ai 7 autres boîtes qui ont eu des problèmes. Dans toutes les boîtes, même quand il n'y a pas de blocage comme il y a pu y avoir là, il y a plein d'associés qui partent à certains moments et tout. Et j'ai discuté justement avec d'autres entrepreneurs de Station F et tout qui ont eu aussi ces problématiques-là. Et donc, c'est des choses qui, pour moi, doivent être vraiment définies au début. Parce que sinon, ça va se cristalliser et ça va en fait aller de pire en pire. Salut à tous, ici Gary Beneza pour le podcast de Cryptos. Et aujourd'hui, on va parler de querelles entre associés, de pivot avec Cédric Cervantes. Salut Cédric. Salut Gary. Alors, enchanté. Enchanté, enfin ravi, on se connaît, mais ravi que tu sois là. Donc, tu es en fait CEO de Starten et tu es l'ancien CTO de Starten. On va en parler. Alors, bien sûr, il y a des histoires de NDA, donc des accords de confidentialité qui ont été signés avec ton ancien associé. Du coup, tu vas pas pouvoir en dire beaucoup, mais l'idée, c'est que tu avais un associé qui n'est plus dans Starten, qui était le CEO de Starten. Hein. Exactement. Donc, tu as pris la place. À ce moment-là, tu étais CTO. Et on va parler un peu de cette période-là, comment ça a affecté votre business et comment tu as réussi à remettre le business sur les rails malgré cette épreuve. Voilà. Est-ce que tu peux peut-être commencer déjà par expliquer ce qui s'est passé sans trop en dire parce que globalement, voilà, je suis sous accord de confidentialité, donc je ne peux pas dire énormément de choses. Mais j'ai repris du coup la compagnie en novembre dernier. Et après ça, il fallait du coup restructurer pas mal de choses par rapport à ce changement en fait de direction, de coût, de masse salariale qu'il y avait à faire dessus. Ouais. Alors pour la petite anecdote, moi à ce moment-là sur mon podcast Crypto Coulisses, j'avais interviewé Fabien, qui était ton ancien associé. C'était en mai, je crois. Ouais. Et au moment où j'avais publié l'interview, il me répondait plus. Je me suis dit tiens, il m'a ghosté parce que j'ai envoyé 4-5 messages, pas de news. Et donc après, quand on a discuté ensemble, j'ai compris que voilà, il y avait eu un peu de l'eau dans le gaz. Toi à ce moment-là, tu étais CTO. Quand lui était CEO, tu as repris le poste de CEO. Comment ça s'est passé? Comment tu es passé de l'un à l'autre? Ça a été quoi un peu le... Ça a été... Donc, j'étais CTO, donc j'étais quand même cofondateur de la boîte égalitaire avec Fabien à ce moment-là. Donc, j'avais déjà beaucoup de responsabilités là-dessus, mais sur des choses complètement différentes. Donc, en fait, moi, j'avais géré toute la partie produit, la partie scaling, la partie infrastructure, une bonne partie de, justement, la vision technique vu qu'on est un produit tech pour les développeurs, de la roadmap produit, qu'est-ce qu'on emmène, mais beaucoup moins la stratégie sales, management, relations investisseurs, que j'avais très peu fait aussi. Et donc, en fait, ça a été vraiment se dire, OK, comment est-ce que je reprends un rôle différent, comment j'apprends tout ça, parce que ça faisait du coup maintenant presque 4 ans qu'on avait fondé Starten, et donc j'étais dans ce rôle de CTO. Et ça a été là donc depuis de novembre jusqu'à aujourd'hui, plusieurs mois vraiment très intenses parce que complètement nouveau pour moi. Ouais. Ou en plus dans un contexte où il fallait qu'on réduise les coûts par rapport aux dépenses qu'on avait et à l'argent qu'on rentrait. Est-ce que tu peux divulguer peut-être combien il vous restait à ce moment-là quand tu as repris vraiment les rênes de la boîte ou... Je peux dire qu'il restait à peu près 7 mois de renouer. À peu près. En 7 mois, la boîte faisait faillite en gros. Quoi. Voilà, c'est ça. Okay. Et du coup, j'ai divisé les coûts par 2,5 dessus. On a augmenté divisé par 2,5 les dépenses. Donc pas mal de gens, j'imagine, qui sont partis. Ouais, on est passé de 17 au maximum de la boîte à une dizaine après et 8 aujourd'hui. Ok. Donc on a beaucoup réduit, on a rendu les bureaux, on a fait des coupes dans les différents SaaS qu'on peut utiliser dans les outils. Et derrière, on a vraiment fait un focus revenu où l'objectif c'était d'aller commencer à monétiser beaucoup plus. Parce qu'en fait, la monétisation de Starten n'avait commencé que depuis mai dernier à peu près. Okay. Parce que jusqu'à avant, l'objectif c'était justement de créer le meilleur produit qui soit et d'avoir quelque chose qui était scalable. On avait bossé avec des gros clients, La Poste, Vodoo, Webedia, Zilli, pour essayer de faire en fait des vrais use cases, faire des vrais besoins, mais où on ne monétisait pas beaucoup. Parce qu'il n'y avait pas encore l'objectif à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est une super transition. Est-ce que tu peux expliquer ce que faisait Starten à ce moment-là, avant la reprise? Complètement. Donc en fait, Starten pour l'historique, nous on a été créé il y a 4 ans et au tout début c'était une plateforme de tokenisation. Et en fait, en créant cette plateforme, on a rencontré pas mal de problèmes. Tokenisation par exemple d'actifs de la vraie vie, de reward asset. Exactement. En fait, on faisait ça en marque blanche et on avait des clients qui faisaient ça pour des parts d'immobilier, pour des parts de boîtes, pour des matières premières, du diamant, de l'or.
Et même, on avait des personnes qui tokenisaient genre les revenus de joueurs de poker, par exemple. Et en fait, quand on a lancé la plateforme en 2020, on a lancé un Summer DeFi, donc au moment où il y avait tous les pics de gas price, etc. Et en fait, on s'est retrouvé avec des transactions qui étaient en attente dans la même pool et qui restaient là pendant des heures. Et en fait, on s'est rendu compte que, en plus, quand tu as plus que 64 transactions en attente, la même pool peut les enlever. Que si la même pool, au moment où tu envoies tes transactions, ne répond pas, en fait, tu peux avoir des problèmes de nonce, etc. Et donc, en fait, on s'est retrouvé à faire de l'infra, à faire en fait vraiment de l'infra blockchain pendant plusieurs mois et plus faire notre produit. Ok. Et donc, on a eu cette partie-là. On avait, pareil, sur le côté indexing, on avait besoin de savoir dès qu'on recevait des paiements crypto, qu'on avait besoin d'indexer les choses, mais en fait, qu'est-ce qui se passe dès que ton serveur redémarre? Qu'est-ce qui se passe si ton RPC plante? Qu'est-ce qui se passe s'il y a une réorganisation sur les chaînes? Et donc, en fait, on s'est mis à ne plus faire ni du Solidity, qui était le cœur de smart contract, ni même notre interface, nos trucs, à vraiment faire des protocoles assez bas niveau. Et vraiment de l'infrastructure. C'est ça. En fait, comme aujourd'hui, tu gères plus tes serveurs, tu prends un AWS, ou quand tu fais du paiement, tu as Stripe, c'est tout fait, tu envoies un SMS, tu as Twilio. Là, en fait, un truc aussi simple que écrire une transaction sur la blockchain ou être notifié de quelque chose qui se passait, c'était compliqué. C'est-à-dire que sur 90% des cas, ça marchait. Mais en fait, comment t'arrivais à avoir ces 10% en plus et avoir un niveau de fiabilité qui était celui de Web 2, celui qu'on voulait, parce que nos clients, c'est ce qu'ils recherchaient. Ils cherchaient quelque chose où tu ne peux pas voir ta banque et te dire non, mais ton virement, il marche 99% du temps. Non, tu fais un virement sur ta banque, il fonctionne, point barre. Ouais. Et c'est ce que nous, on avait besoin. On avait besoin que si quelqu'un achetait sur Stripe des tokens, il recevrait sa transaction 100% du temps. Ouais, bien sûr. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Et en fait, c'est là où on a fait le pivot. Quand on s'est rendu compte de toutes ces problématiques-là, on est vraiment parti sur créer les outils pour pouvoir connecter en fait le Web 2 et le Web 3. Donc, se dire, quand tu es une boîte qui veut intégrer la blockchain, qu'est-ce que tu dois avoir comme outil pour pouvoir le faire, pour que tu puisses te concentrer sur ton business. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a levé du coup après 3,8 millions à ce moment-là pour ce projet-là. Dont au sein de LedgerKT. Exactement. LedgerKT, Speed Invest, Daphne, Kima et énormément de business angels. On a 18 business angels derrière qui nous ont soutenus. Donc, pour justement cette vision-là de créer les outils développeurs pour pouvoir onboarder ça. Ok. Et en fait, le pivot là qu'on a fait après, ça a été vraiment sur ces outils développeurs-là. On les a créés d'un point de vue technique. On les a créés d'un point de vue, on sait qu'il y a des problématiques parce qu'on les a rencontrés, on a discuté avec d'autres CEO, d'autres CTO, mais on n'a pas forcément fait toute la partie marché de comment est-ce que derrière on va faire marketer et évangéliser tous ces outils qu'on a développés. Okay. Et c'est là où en fait on a eu beaucoup plus de mal. On était technologiquement prêts, on avait tous ces outils-là, on avait réussi à signer des gros clients, comme je disais, donc La Poste, Vodoo, Webedia, mais on a eu du mal à industrialiser ça et à partir plus largement. Ok, ouais, évangéliser votre techno. C'est ça. Ok. Et d'ailleurs, petite question, donc tu parlais de Business Angels, on parlait aussi de LedgerKT, tu vois, Marguerite Taverneau, aussi, j'ai interviewé il n'y a pas longtemps sur crypto, comment ils ont appréhendé ce couac entre associés? Est-ce qu'ils ils sont intervenus? Pas du tout? Ils ont donné leur avis ou... Alors, les deux personnes qui ont le plus aidé cette partie-là, c'était nos deux lead invest, qui sont du coup Speed Invest et Daphne. Okay. Donc c'est vraiment eux qui ont géré avec moi tout cet été. Et après, je remercie vraiment tous nos business angels qui ont aussi vraiment beaucoup soutenu sur cette période de transition. Est-ce que eux, ils ont pris parti pour toi ou ton associé, ou vraiment ils étaient plutôt là en mode support? Comment on peut vous aider? Cette histoire ne nous regarde pas. Je peux pas trop en parler. Ça a évolué, ça dépend. Et c'est spécifique à chaque personne. Donc en fait, voilà, je peux pas divulguer plus d'informations. Ok. Et alors, donc, une fois que tu as repris les rênes de la boîte, j'imagine que tu as dû nommer un CTO à ta place. Et du coup, en fait, on a réduit énormément l'équipe. Donc déjà, ça a fait ça. Pour l'instant, le rôle de CTO, c'est toujours moi qui l'ai. Ok, donc il y a une double casquette en ce moment, ouais. Voilà. Mais en fait, j'ai fait monter vraiment en ownership, en lead mes équipes. Et donc, en fait, j'ai vraiment une personne qui, de base, avait été recrutée en back-end et qui, en fait, aujourd'hui, s'occupe de chapeauter toute la partie technique dessus. Donc, je pense qu'à terme, on verra de cette casquette, mais j'avais besoin, moi, d'un peu de temps pour aussi voir, c'est quelqu'un qui venait d'arriver, en fait, un peu pendant cette tempête-là dessus.
et voir comment ça pourrait évoluer pour ensuite filer la casquette de CTO justement. Ok. Alors, donc, le conflit a duré au moins 6 mois, parce que je m'en souviens, moi c'était en mai quand j'avais interviewé Fabien, et tu sais que vous avez repris en novembre. C'est ça, ouais, les prémices ont commencé à ce moment-là, et les moments où ça a vraiment impacté la boîte ont été l'été dernier pendant 2-3 mois. Ok. Et comment ça s'est passé, même tu vois, en interne, l'équipe, comment elle a perçu parce que j'imagine c'est pas évident. Bon, j'imagine que quand tu as le CTO, enfin les deux cofondateurs qui se fritent, j'imagine que la boîte est vraiment à l'arrêt. Comment ça se passait en interne? Est-ce que les gens continuent à bosser ou... Ça a été compliqué. Tout ce qui était affaires courantes était fait, mais toute la partie innovation, toute la partie R&D, enfin voilà, toute la partie avancement de la boîte était effectivement en pause. On tournait en service réduit pendant un moment parce qu'on avait une incertitude, on ne savait pas exactement ce qui allait se passer, où est-ce qu'on irait après, quoi. Et quand ça a repris, enfin, que vous avez solutionné ce litige avec ton associé, comment tu as réussi à remobiliser la team, dire ok, là maintenant, nouvel élan En fait, ça a été compliqué, mais la team était très solidaire sur toute cette période-là, donc ils étaient très très motivés pour relancer. Mais les choses ont plutôt été après derrière où, en fait, on passait de presque 18 personnes à une dizaine. On a nos bureaux à du flex remote. On est passé de scale-up, en quelque sorte, à en fait on revient en start-up. On revient en ok. Oublions ce qu'on a et prenons le marché comme il est aujourd'hui. Testons. Donc, un des premiers chantiers que j'ai fait faire, c'est les analytics. Voilà, pour vraiment savoir exactement tous les usages qu'on avait, où est-ce qu'on perdait nos utilisateurs, etc. Pour avoir de la data et savoir ce qu'on faisait. Parce que le produit continue à tourner quand même. Le produit continue à tourner, exactement. Mais on avait stoppé toute l'acquisition, etc. On avait mis en place toute cette partie-là. Mais la partie il y a quand même du support qui était apporté. Exactement. Ouais. On a continué à faire toute cette partie-là. Et il n'y a pas eu de soucis, tous les serveurs tournaient, on n'a pas eu aucun downtime et aucune problématique sur ces sujets-là. Ouais. Et donc, tu as dit à ton équipe, revenons au basique, à l'analytics pour identifier, où est-ce qu'il y a de la déperdition, sur quoi on peut améliorer le produit. C'est ça. Et moi, il y avait quelque chose, et j'en avais pas mal parlé avec Randindy de Zama, que moi je voyais depuis un moment, qui était tous ces layers 2 qui étaient en train de commencer à se créer. Et en fait, on voyait tout ce qui était Polygon CDK, Arbitrum Orbit, OpenStack, etc. Et en fait... Et juste d'ailleurs, petit aparté, donc le CDK de Polygon dont tu parles, ou l'OpenStack d'Optimism, en fait, c'est ce qu'on appelle les stacks techniques qui permettent en fait de créer facilement une L2 sans réinventer la roue, entre guillemets. Exactement, c'est ça. Et en fait, là... Et d'ailleurs, des L2 EVM compatibles sur Ethereum. C'est ça. Et en fait, ces derniers temps, on voit il y a plus d'une vingtaine de nouvelles EVM qui se lancent par semaine. Une vingtaine, par semaine, c'est fou. En fait, quand on regarde Chainlist, par exemple, si on scrape les données, on se rend compte que c'est énorme le nombre de nouvelles EVM qui se lancent. Et en fait, toutes ces EVM-là, quand elles se lancent, elles n'ont aucun DevTools. Parce que justement, c'est des nouvelles blockchains, et donc elles doivent avoir des oracles, Explorer, Faucet, indexeur, système de monitoring, transaction manager, tous ces systèmes-là. Et en fait, moi, j'avais vraiment la conviction qu'en fait, le marché, il n'était pas aujourd'hui sur aller vendre directement aux développeurs, mais à se dire, on a toutes ces blockchains qui se créent, qui ont besoin d'un écosystème, qui ont besoin de pouvoir onboarder des développeurs, et qui ont un budget en acquisition qui est énorme. Et donc, en fait, il faut qu'on puisse arriver et leur donner tous ces outils-là. En mode écosystème as a service. C'est ça. Moi, la vision long terme que j'ai, c'est de se dire, en fait, tu as des roll-up as a service, on voit, il y a Alchemy qui a lancé des choses, tu as Zivi avec qui on a partenariat qui fait ça, qui en fait lance les blockchains. Et en fait, aujourd'hui, quand tu lances une blockchain, la plupart du temps, tu lances par exemple un Blockscout qui est ton explorer open source. Et moi, ce que je veux, c'est que à terme, tu aies un Starton qui soit lancé à côté et qu'en fait, tu lances ta blockchain, tu as ton explorer, ton Faucet, ton Starton, et dans Starton, tu as du coup tous tes smart contracts que tu peux déployer, ton indexeur, ton transaction manager, le stockage IPFS et tous les outils que tu as besoin pour pouvoir commencer. Ok. Et c'est quoi la stratégie pour aller targeter ces dizaines de layers 2 qui se lancent au fur et à mesure Alors du coup, ça a été tous les deux. En fait, de novembre à décembre, on a fait une espèce de double stratégie. C'est-à-dire qu'on a mis les analytics et j'ai Jérôme Lavier de mon équipe qui lui s'occupait de la partie blockchain et moi qui m'occupais un peu de la partie growth sur le côté acquisition. Donc on s'est dit, ok, on se laisse 2 mois pour voir où est-ce qu'on a le plus de traction.
Et mi-janvier, on a statué, on a dit OK, on a de l'attraction côté développeur, mais on en a beaucoup plus côté blockchain. Ok. Côté fondation en fait. Côté fondation. Qui ont en plus du budget. Exactement. Et qui ont besoin de votre outil pour leur écosystème. C'est ça. Et donc du coup, janvier, on a essayé de les contacter en cold, donc LinkedIn, mail, Telegram. Ouais. Ce qui n'a pas plus fonctionné que ça. On a discuté quand même avec une dizaine de fondations, mais en termes de nombre, ce n'était pas le moment où on avait le plus. Ce qui a vraiment fait exploser ça, c'est les événements. Okay. En fait, on a fait NFT Paris, où on a eu déjà un peu plus de trucs, mais ce n'était pas l'événement le plus qualitatif en termes de nombre de fondations. Ouais, c'est très NFT quand même, très artistique. Exactement. Et en fait, le déclic a vraiment été en avril avec Paris Blockchain Week et Token 2049. On est passé d'une dizaine de leads à 60 leads en 2 semaines. Ouais. Et c'est là où on a vraiment pu aller beaucoup plus loin sur la compréhension d'où on était aussi chacune des blockchains, des problématiques qu'elles avaient, parce qu'une blockchain comme Polygon ou Binance n'a pas les mêmes problématiques qu'une blockchain qui vient de se lancer ou une blockchain qui est dans le top 100. Voilà. Pour moi, il y a vraiment 3 catégories. Il y a ceux qui se lancent, ceux qui sont lancés depuis quelques mois, qui ont 100, 200 projets actifs, et tu as les très très grosses. Et elles ont toutes des problématiques différentes et des besoins différents à ces stades-là. Ok. Et vous en avez tout d'ailleurs d'un point de vue acquisition avec ces blockchains. Enfin, il y en a vous êtes toujours pour parler, il y en a avec lesquels vous avez concrétisé Là, je pense qu'on en a pas mal qui vont se concrétiser cet été. Okay. On a aussi concrétisé sur des choses, sur une partie un peu plus audit avec Casper, sur lequel tu bosses. Donc, en fait, ce qu'on s'est rendu compte en discutant avec toutes ces blockchains, c'est qu'avant même la partie dev tooling, le premier point d'entrée pour une blockchain, c'est sa documentation. En fait, le développeur qui vient, il vient sur le site web et il clique sur Doc. Et en fait, il va analyser ça. Et en fait, si la documentation n'est pas parfaite, le développeur va partir. Et donc, avant même d'essayer de créer tous les outils qui vont aller derrière, il faut bosser sur la documentation. Et donc, en fait, nous, c'est quelque chose qu'on a fait beaucoup sur Starten. Et en fait, dans les années d'avant, on avait organisé des hackathons avec 42, avec Epitech, etc. Et un des trucs qui nous a vraiment été utile sur ces hackathons, c'est qu'en fait, pendant 48 heures, on avait 100 développeurs qui allaient stress test notre service, mais aussi notre documentation. Et en fait, du coup, nous, on avait toute l'équipe qui était là et qui regardait, qui passait dans les rangs pour voir, OK, sur quelle page ils étaient, où est-ce qu'ils étaient bloqués, etc. Et en fait, ça nous a permis vraiment d'améliorer énormément notre documentation dessus. Et donc, en fait, c'est ce qu'on a fait, en fait, par exemple, pour Casper. On a mis 5 développeurs dans une pièce pendant plusieurs heures et on leur a dit, OK, vous ne connaissez pas Casper. L'objectif, déployer un smart contract dessus. Et derrière, nous, on enregistrait les écrans et on regardait, OK, alors où est-ce qu'ils passent? Est-ce qu'ils regardent les vidéos? Est-ce qu'ils vont plutôt sur les tutoriels? Où sont les points de blocage? Et donc, du coup, derrière, ça permet vraiment d'aller améliorer cette développeur expérience. Pour moi, ce qui fait que, par exemple, Stripe est aujourd'hui le leader, c'est pas leur API, c'est leur documentation. C'est le fait que tu vois que tout est pensé pour les développeurs. En fait, tu arrives sur la documentation de Stripe, à chaque fois que tu vas avoir une question, la réponse y est. Et elle est au bon endroit, au bon moment. Et c'est souvent ça, en fait. Le problème qu'on voit sur beaucoup de documentation, c'est qu'en fait, la documentation est exhaustive. Tout y est, mais pas organisé. En fait, pas organisé d'un point de vue développeur. D'un point de vue de ton développeur, il faut que tu fasses des personas de développeurs. Parce qu'en fait, un développeur qui vient faire du Solidity, c'est pas le même que celui qui vient faire un Apps, c'est pas le même que celui qui vient pour run un node. Et c'est pas du tout pareil s'il est débutant que s'il est avancé. Et donc, comment est-ce que tu arrives à amener les bons concepts au bon moment? Parce que, par exemple, si tu lui expliques ce que c'est une ABI, alors que c'est un dev qui fait ça depuis 10 ans, en fait, tu le prends pour un con. Et du coup, il se dit, mais ça ne m'intéresse pas. Et en fait, l'information qu'il cherche, elle est au bas de la page. Et donc, du coup, il ne veut pas la trouver ou il va perdre du temps. Et en fait, à l'inverse, tu n'expliques pas du tout ce que c'est un ABI, tu pars du principe qu'il connaît. En fait, un développeur qui est novice, tu perds. Et donc, du coup, c'est toute cette architecture de réussir à faire des quick starts, de réussir à faire des topics avancés, avoir une différenciation entre des guides qui sont des concepts, des tutoriels qui sont vraiment des choses que tu peux suivre de bout en bout, une API référence, voilà. Réussir à séparer tous ces concepts-là pour que le développeur puisse se retrouver au bon moment. Ok, très clair. Et donc là, focus sur la documentation pour permettre aux fondations d'avoir une top documentation. C'est ça. Mais aussi quand même les tools qui vont derrière pour ensuite, une fois que, pour avoir tout l'écosystème, pour permettre, entre guillemets, d'avoir la blockchain qui soit exploitable, entre guillemets. Tu peux donner d'ailleurs, par exemple, des exemples de tools que vous avez développés qui sont intéressants, qui sont importants en fait pour, en fait, pour moi aujourd'hui, si je devais présenter Starten, je dis on est une boîte qui aide les blockchains à onboarder des développeurs. Et pour ça, on a plusieurs axes.
La première partie, c'est la documentation. Donc, on peut vous aider sur, si vous avez une documentation actuelle, un audit, ou si vous n'en avez pas, sur en fait une base solide pour votre documentation avec tout ce que vous avez besoin pour commencer. Ensuite, pour moi, la seconde partie, c'est ce qui est un peu ce que je disais tout à l'heure, qui est persona et analytics. C'est comment est-ce que tu comprends qui vient sur ta blockchain, pour quelles raisons. Parce que chaque layer 2, chaque layer 3, chaque layer 1 a ses spécificités. Et en fait, on a où le public va être du gaming, d'autres où ça va être de la DeFi, d'autres où ça va être beaucoup plus des côtés NFT, etc. Et donc, tu as besoin de comprendre et de définir une stratégie par rapport à ça pour tout ton contenu, pour tous tes tutoriels, etc. Donc ça, c'est le second partie. Okay. Et la troisième partie, c'est vraiment la partie DevTools. Donc là, nous, par exemple, ce qu'on va pouvoir proposer à des blockchains, c'est on a développé des load balancers pour du RPC. Donc en fait, c'est vraiment pour tes nœuds. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est la proposition de valeur de Alchemy. Alchemy, ils te disent, OK, nous, nos nœuds RPC, ils sont résilients et tu es certain qu'il n'y a pas de problème. Nous, ce qu'on s'est rendu compte sur les dernières années, c'est que c'est un vrai problème. Même avec des services providers comme Alchemy, etc., il y avait des moments où on avait des downtime. Donc en fait, nous, en interne, on a développé des RPC providers un load balancer qui allait balancer entre Alchemy, Fura, nos propres nœuds, etc. Okay. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre open source et qu'on est en train de proposer justement aux blockchains pour pouvoir leur dire, OK, vous pouvez aussi proposer dans votre documentation, dans tout ça, ce genre de RPC pour pouvoir onboarder facilement vos développeurs. Parce que sur des blockchains plus petites, en fait, souvent, elles n'ont pas de RPC provider qui sont très, très résilients. Okay. Donc ça, c'est un des côtés. Tu as tout le côté, du coup, déploiement de smart contract audité. Donc nous, en fait, voilà, on a une librairie que tu peux déployer depuis le dashboard en quelques minutes. Ça va du NFT à l'ERC20, à du payment splitter, à des contrats de vesting, plein de choses comme ça. Ouais, vraiment une librairie de template quoi, pour c'est ça. Entre guillemets, pas réinventer la roue, mais lancer directement ton smart contract, ton token, ton NFT facilement. Et nous, en fait, le cœur de Starten, il est vraiment sur son transaction manager. Le transaction manager, c'est de se dire, OK, que tu envoies une transaction ou 10 000 transactions par minute, elles passeront on-chain. Et en fait, nous, du coup, tu les envoies, on va gérer le nonce, le gas price, le broadcast, la même pool. On va gérer le fait que si ta transaction est par exemple en attente depuis plus d'une minute sur la blockchain, tu peux dire je veux augmenter le gas price de 10, 20, 30%. Tu peux dire si après 5 minutes elle est toujours pas on-chain, c'est une transaction de DeFi, je veux la cancel. Tu as tout un dashboard qui te permet de la monitorer. Tu peux dire ok, si elle dépasse 150 Gwei par exemple, je veux faire une action manuelle parce que c'est trop cher pour moi, ou je veux attendre que ça redescende en dessous. Donc en fait, c'est vraiment comment est-ce que tu mets toutes tes règles métiers sur une boîte, sur les transactions. Ok, hyper clair. Pour revenir du coup sur ce qui s'est passé, le pivot, le conflit entre associés, c'est quoi les leçons que tu en as tirées C'est quoi les leçons que j'en ai tirées Pour moi, la communication est primordiale. Et je pense que là, il faut avoir entretenir ça. Est-ce que vous l'aviez perdu, tu penses Ouais, au bout d'un moment, en fait, ça faisait 4 ans, je pense qu'on n'entretenait pas forcément après assez ça. Mais derrière, moi, ce que j'ai vraiment appris, et même après, moi, en interne, quand j'ai repris la boîte, je pense que j'ai pas assez communiqué avec mon équipe, que, en fait, j'ai donné trop de liberté. C'est-à-dire qu'en fait, moi, de base, je suis quelqu'un justement qui aime donner beaucoup de liberté. Ouais, je pense que j'ai donné trop de liberté alors que la vision et l'endroit où on allait n'était pas assez clair. C'est-à-dire que dans la manière dont moi je manage, j'aime bien donner une très grande autonomie à mes équipes, mais si je n'emmène pas assez où est-ce qu'on doit aller, c'est compliqué. Et en fait, c'est quelque chose qui, même pour moi, n'était pas clair. En fait, on est reparti en discovery. On est reparti en pré-product market fit sur, OK, qui est notre cible, c'est quoi leur problématique, comment on les trouve, qu'est-ce qu'on leur vend, à quel prix, etc. Et donc en fait, ça a été des choses où j'avais pas l'habitude de manager toute une équipe comme ça et d'emmener ça. Donc le côté management pour moi a été très challengeant sur les derniers mois. Et après vraiment, j'ai appris énormément sur le côté beaucoup plus sales que j'avais jamais eu à faire avant. Et l'importance du réseau, en fait, de se dire, aujourd'hui, dans un monde comme la blockchain, le réseau est primordial. C'est en fait vraiment, on est dans un écosystème qui est petit, en fait. Et donc, chaque personne se connaît. Et donc, tu dois vraiment développer ce réseau. Et c'est là où j'ai fait vraiment tout ce côté événement
qui a été vraiment très, très important. Ouais, très cool. Et d'ailleurs, tu penses que les querelles entre associés, c'est quelque chose de finalement d'assez fréquent et t'as pu en parler finalement de ce qui s'est passé avec d'autres entrepreneurs Alors, c'est très fréquent et nos investisseurs nous ont dit, surtout sur des périodes où on doit en fait restructurer, réduire les coûts, etc. J'ai des entrepreneurs qui m'ont dit, bah oui, moi dans mon portfolio, j'ai 7 autres boîtes qui ont eu des problèmes. Ouais. Donc non, et puis, je sais plus, il y avait des études qui montraient, c'est le plus gros risque le premier ou le deuxième. Ouais, c'est ça, ouais. d'échec d'une startup. Donc non, c'est pas du tout quelque chose qui est rare. Ok. Et ouais, toi, bon, j'imagine que c'est l'expérience dont tu sors grandi, mais bon, si tu avais pu éviter, ça aurait été mieux. Et d'un côté, tu te dis, bah, si ça s'est fini comme ça, c'est que même si ça s'était pas passé maintenant de telle façon, ça aurait été peut-être repoussé le problème finalement, ça serait peut-être arrivé plus tard. Oui, je pense que voilà, ça a été une période très compliquée, mais voilà, pour moi, on en sort grandi et ça m'a vraiment permis de repartir aussi un peu des bases, parce que je pense que quand on lève beaucoup d'argent, c'est aussi c'est la première fois et donc en fait, tu fais moins attention aux dépenses, tu essayes d'aller vite, etc. Et donc là, ça a permis de se poser un peu plus et de se reposer les bonnes questions pour voir où on aille. Ok. Pour finir, peut-être un conseil que tu pourrais donner à des entrepreneurs justement qui, pour leur permettre d'éviter de se retrouver dans une telle situation? Pour moi, vraiment, communication. C'est vraiment communication, c'est vraiment important. Et en fait, dès le début aussi, nous on l'avait fait, donc ça n'aurait pas pu être fait, mais peut-être on aurait pu aller plus loin sur vraiment en fait être clair sur, ok, c'est quoi ton ambition? Où est-ce que tu veux emmener la boîte? C'est comme tout con, si tu cherches un associé, en fait, il y a plein de questions que tu ne te poses pas au début, mais ok, qu'est-ce qui se passe si dans 1 an, on te propose de te racheter 1 million? En fait, tu vois, c'est quoi tes ambitions? Est-ce que ton ambition, c'est de sortir 100 100K? Est-ce que c'est 1 million? Est-ce que c'est 10 millions? Voir aussi ce que tu veux. Définir un peu plus sur, ok, en fait, si je pars au bout de 3 ans, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, pour moi, Fabien, il a apporté énormément à la boîte. Et il y a eu ce conflit, il y a eu ça, mais on n'en serait pas là sans lui. Enfin, voilà, et je veux pas... vraiment, donc, pour moi, c'est juste bien définir dans quelles conditions, en fait, les différentes personnes peuvent sortir, etc. Parce que ça arrive tout le temps. Et en fait, dans toutes les boîtes, même quand il n'y a pas de blocage comme il y a pu y avoir là, il y a plein d'associés qui partent à certains moments et tout. Et j'ai discuté justement avec d'autres entrepreneurs de Station F et tout qui ont eu aussi ces problématiques-là. Et donc, c'est des choses qui, pour moi, doivent être vraiment définies au début. Parce que sinon, ça va se cristalliser et ça va en fait aller de pire en pire. Ouais, l'alignement des intérêts. D'ailleurs, toi, c'est quoi ce que tu recherches avec Starten? Enfin, c'est quoi ta target? Pour moi, aujourd'hui, j'ai une ambition qui est forte. Je veux faire de Starten vraiment la référence en DevTools. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu veux faire du paiement, tu penses à Stripe. Tu veux faire du SMS, tu penses à Twilio. Tu veux faire du mail, tu penses à Mailchimp. Et pour moi, tu veux intégrer de la blockchain, tu penses à Starten. Okay. Donc c'est vraiment ça mon ambition. Ouais, devenir vraiment un outil incontournable. Et une dernière question que je me posais, parce que donc, tu disais que il restait 6 mois de runaway quand Fabien est parti. Vous avez relevé depuis ou... Non, on n'a pas relevé. On a réussi en fait à réduire drastiquement les coûts et à augmenter le chiffre d'affaires. Okay. Donc c'est ça qui nous permet aujourd'hui de tenir. Donc ça nous a rajouté énormément de mois. Et vraiment cette politique où on est passé de on cherche à faire de la growth à on cherche à rentrer du revenu. Okay, donc voilà. Mais l'objectif, oui, ça sera de relever. Et pour moi, je ne voulais pas qu'on relance une levée tant qu'on n'est pas certain de notre cible, de notre market fit, de ce qu'on vend. Pour moi, si on lève, en fait, j'ai pas envie de lever pour sauver quelque chose qui est dans un avenir incertain. J'ai envie de lever pour scaler quelque chose que j'ai réussi à craquer. Et donc ça, voilà, pour moi, on est encore en train de le faire. Je pense que cet été, il y a beaucoup de choses qui vont se concrétiser de notre côté. Et je pense qu'on pourra faire une levée peut-être l'année prochaine. Ok, ouais, donc tu auras plus de visibilité en fin d'année. Ça marche. Cédric, merci beaucoup, c'était top. Merci à toi. Merci. C'est un plaisir d'être là.